Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du lundi 25 octobre 2021. Donc désolé pour le début, je viens de voir que l'intro s'était pas retiré au bon moment. Bon, c'est pas grave. Aujourd'hui, on parlera du Bitcoin, bien évidemment. On parlera d'Ethereum, on parlera de DOT, Polkadot, et je vous parlerai aussi des contrats futurs sur le Chicago Mercantile Exchange. On a eu le rapport cote qui a été mis à jour et franchement, c'est très très intéressant. On peut dire que la smart money fait partie maintenant du mouvement. Ça a été mis à jour. C'est entré probablement massivement à l'achat du côté des institutions. Ça, j'en parlerai. Et du coup, je vous parlerai aussi un petit peu d'order flow, etc., mais on va pas trop s'attarder sur tout ça. Alors, du coup, le Bitcoin, il y a eu un petit signe ici de reversal, juste ici, là. Donc, en gros, je vous expliquais en gros que pour moi, c'est quand on casse le plus bas de la bougie la plus haute, il y a une pattern de retournement, donc ça nous a amené un petit peu bas, rien de fou, hein, jusqu'aux 59 500 $. Et là, on est en train de réenclencher avec une pattern haussière inverse. C'est-à-dire que ici, il y a eu la pattern de retournement baissière, ce qui a mené à 1, 2, 3, 4 bougies baissières, ou en tout cas de consolidation plutôt. Et là on est en train de retourner le marché entre guillemets avec cette nouvelle pattern. Donc je prends la bougie la plus basse qui est celle-ci, j'identifie son plus haut, lorsqu'on casse pour moi ça c'est une pattern de retournement. Ça peut traduire par exemple des structures sur des unités de temps inférieures. Et ici je vois bel et bien qu'on a eu des petits W ici en 1 heure. Donc plutôt sympathique. Hop, juste ici. Donc c'est pour ça que je mets une petite flèche verte. Donc techniquement on a marqué un bottom ici sur les 59 533 $. Donc objectif, aller plus haut. Donc ce qu'on va surveiller également, c'est maintenant, donc ça je l'ai noté là-bas de mémoire, hop, je l'ai fait avec les élèves tout à l'heure, voilà ici, donc ça je vais repasser en daily ici pour plus tard, hop, d'ailleurs je vous parlerai de l'autre chart aussi après. Alors ici, bon, on met un fib, donc on localise où est le premier arrêt, on est en train de le travailler, de le casser même, donc on pourrait se diriger en zone de rechargement de short entre les 64 000 $ et les 65 500 $. Il y a aussi la trendline ici qui attire probablement les prix. Enfin, généralement, une trendline peut attirer les prix. Ça, je vais vous le noter ici. Tac, 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 tac. Hop, un arc. Donc ça, c'est un petit peu la fenêtre d'objectif à venir chercher, grosso modo. Hein. Donc le fait de suivre la trendline, tout simplement, c'est pas sorcier. Donc entre eux, grosso modo, on va dire, allez, les 64 003 et les 64 008, probablement qu'on va revenir vers ces niveaux pour revenir tester la trendline de celle-ci. Probablement pour se faire re-rejeter et casser ensuite et retrouver un momentum qui fait de nouveaux sommets ensuite. Tout simplement, en termes de momentum, de nombreuses divergences dessinées, momentum totalement bullish, dans les mains des bulls, il n'y a aucun problème. Donc ce mouvement baissier s'est fait avec des divergences haussières de momentum, ce qui est bon signe, hein, ce qui montre que les vendeurs se sont épuisés jusqu'aux 59 000, donc ils n'ont même pas eu assez de jus pour pousser en dessous des 59. En 4 heures, pareil, divergence haussière ici, donc très bien, momentum bullish, il n'y a aucune raison de s'inquiéter. Donc probablement qu'on va revenir en zone de rechargement de short. C'est là où il faudra se méfier un petit peu, donc peut-être qu'on aura de la consolidation. Ça je le vois ici sur Bitfinex, où il y a des ordres de vente qui sont revenus, hein, massifs ici, donc là c'est plutôt aux environs des 65 500, 66 000, et ça jusqu'au top, hein, 66 700 jusqu'aux 67 100. Donc des ordres qu'on devrait bouffer, je pense, tôt ou tard, vu comment la smart money est bullish sur le Bitcoin, je pense qu'ils vont en faire qu'une bouchée de pain de ces ordres de vente. Mais voilà, c'est peut-être potentiellement des zones de rejet à ne pas oublier, vu qu'il y a des ordres de vente assez conséquents vers ces niveaux. Donc j'ai fini ici. Je vais vous parler rapidement peut-être du Bitcoin en daily important. Donc oui, il y avait des divergences baissières, ce qui annonce une consolidation. Donc ça, on va le noter, consolidation, c'est tout. Ou une montée lente, ok. À noter également que William, ça je vais le noter. Hop. Alors, William est toujours en état d'enfoncement ici, c'est-à-dire que les dips seront très très peu profonds et qu'on peut très vite, comment dirais-je, repartir en fait. On peut très vite j'ai plus le terme, réarmer un mouvement haussier, quoi. Voilà. C'est pas le terme que je voulais utiliser, je le retrouverai peut-être plus tard, mais voilà, réarmer un mouvement haussier et qu'ici on soit simplement dans un dip et qu'on puisse continuer. Techniquement, c'est ce qui est le plus probable, hein, tant qu'on ne repasse pas sous les 59 500 $. Surtout avec cette pattern de retournement ici. Alors maintenant, oui, un dernier truc techniquement, c'est ici. Alors là, on a clôturé au-dessus de la résistance, ça y est, c'est-à-dire qu'on a fait un nouveau sommet aussi ici, en échelle de semaine, donc on a totalement bouffé ici la zone de résistance, ça y est, il ne reste plus que cette petite zone de résistance là à bouffer. Franchement, celle-ci c'était beaucoup plus dur que celle-ci, donc là ça devrait vraiment être facile, on devrait en faire une bouchée de pain de cette résistance, mais surtout c'est que techniquement il y a très peu de chances qu'on rebascule là-dessous. C'est-à-dire qu'il y a très peu de chances que le Bitcoin maintenant puisse dip en dessous des 58 000 $. Je dis bien techniquement. On peut aller plus bas bien évidemment, mais déjà si on retourne plus bas c'est que c'est bizarre, ça veut dire que cette résistance redevient résistance et que ça serait une sacrée résistance, c'est pas ce qu'on voudrait voir. Donc techniquement le dip
a été offert. C'est-à-dire que ici, si je viens en daily, bah, on voit que la zone de résistance, on y est revenu, on a méché, on repart directement, on réenclenche, voilà. On enclenche un nouveau mouvement haussier, on est déjà en train de réenclencher un mouvement haussier. Donc, il y a de fortes chances de se dire que, bah, tout simplement, ça c'est la big zone, pardon, je vais y arriver, big zone support du Bitcoin dorénavant et qu'on peut continuer plus haut, tout simplement. Donc, quels seraient les objectifs? On les a déjà vus. Hop, depuis la TH, les objectifs sont entre 168 et 200%, donc entre 87 000 $ et 100 000 $. Et bien, également, quand on regarde ici, donc là, en gros, ce que je fais pas d'Elliott Wave, hein, je tiens à le préciser pour ceux qui se demandent, vous ne verrez jamais d'Elliott Wave dans mes briefs, ce n'est pas quelque chose qui m'intéresse, mais en revanche, je suis fan de Fibonacci et de ses extensions, dont j'utilise beaucoup. Et par exemple, d'ailleurs, j'explique un concept de momentum avec les élèves, et il faut savoir que quand un mouvement vient tout le temps chercher supérieur au 100% du mouvement précédent, c'est que son momentum est assez fort. Et ici, on est venu chercher au-dessus des 100%. Donc techniquement, si le momentum est censé rester fort, et qu'on marque un dip ici, on est censé techniquement, si le momentum est toujours fort, venir chercher au-dessus des 100%. Donc venir chercher au-dessus des 86 800 $. Au niveau intermédiaire, nous avons 0,618, hein, donc un chiffre que j'apprécie aussi beaucoup, le nombre d'or qui se trouve au niveau des 76 392 $. Et là, vous avez tous les objectifs hein, d'extension en fonction des niveaux de retracement, donc 127,2, 161,8, etc., etc. Je peux vous les dire à voix haute, mais ce ne sont pas des niveaux à absolument noter. 94 200, 103 600 $, 114 000 $, 121 000 $, 130 000 $, 158 000 $ et 185 000 $. Ok. Et aussi une chose que je voulais dire, oui ça on a déjà vu vendredi, c'est le canal long terme du Bitcoin qui nous ramènerait sur les 200 000 au top, entre 200 et 250. C'est un petit peu les objectifs que tout le monde a. Alors est-ce que ce sont des objectifs qu'on va totalement exploser ou est-ce qu'on va s'arrêter avant? Si tout le monde veut vendre dans ces zones, on s'arrêtera peut-être avant. Ok. Ou on ira peut-être plus haut. Qui sait. Également, une chose que je voulais ajouter, donc là c'est plutôt de l'ordre technique aussi, et c'est vraiment intéressant, c'est qu'on a en gros, grosso modo, la smart money qui est extrêmement bullish sur le Bitcoin. Ça y est, le code a été mis à jour, l'open interest a explosé du côté du contrat futur du Chicago Mercantile Exchange. Il faut savoir que le Chicago Mercantile Exchange et le contrat futur sur le Chicago Mercantile Exchange est le contrat avec le plus d'intérêt. Il y a encore plus d'intérêt sur ce contrat futur là que sur Binance, c'est une chose qu'il faut savoir. Ils sont repassés premier Binance là aujourd'hui, mais le CME était devant tout le week-end. En tout cas, le CME s'est bien réveillé, son open interest a extrêmement explosé. Et là, si je vais sur un autre site qui me permet de voir les open interest, alors on va prendre le contrat d'octobre. On va regarder ici, alors full chart, je vais lui dire de m'indiquer open interest, il y est déjà. Si on regarde l'évolution de l'open interest, il a fortement augmenté ici, hein, sur le bottom et sur la montée ici. Donc on peut dire que la smart money s'est fortement positionnée potentiellement ici et même proche de la TH si ça a fortement augmenté. Donc ça c'est important de prendre ça en compte. Et donc ça, hop, on peut quitter, on s'en fout. Et donc si on regarde ici, ouais ma chart elle est ici, on voit ici, donc là c'est écrit trader particulier parce que c'est comme ça que le code le considère, mais dites-vous que pour venir trader un seul contrat, il faut 5 bitcoins. 5 bitcoins au prix actuel c'est 300 000 $. Il n'y a pas personne, il n'y a pas tout le monde qui peut prendre un trade de 300 000 $. Donc là on est plutôt aussi sur de la smart money. Et donc en gros ici on voit bel et bien que comme ce fut le cas ici par exemple, là la smart money est rentrée massivement. C'était un bottom. Là la smart money est rentrée massivement. C'était une zone de consolidation de bottom avant un gros rallye. Donc techniquement la smart money est rentrée massivement sur ce rallye ici là. Donc techniquement c'est qu'elle veut vendre beaucoup plus haut. C'est aussi simple que ça. Et donc oui, on se demandait si la smart money faisait partie de ce mouvement, on n'avait pas encore la mise à jour du code donc c'était non, sauf que là on a eu la mise à jour et oui, la smart money rentre massivement ici avant le break de l'ATH. Donc oui, la smart money est massivement impliquée sur ce mouvement haussier et c'est probablement qu'ils veulent vendre plus haut. Également vous allez me dire oui mais pourquoi ici ça indiquait smart money, hedge funds, banque et ça diminue. J'estime personnellement que la smart money est toujours contre le mouvement parce que comme j'explique aux élèves, elle se hedge en fonction de ce qu'elle a en spot. Le but d'un hedge fund c'est d'être super liquide et se hedger en quelques secondes si besoin. Et donc, quand vous avez par exemple en gestion de fonds, vous avez 50K Bitcoin, c'est ce que j'expliquais aux élèves, je rentrerai pas autant dans les détails. Vous avez 50K BTC, vous êtes un hedge fund, vous n'allez pas avoir ça y est, j'ai 50 000 Bitcoin en spot. Allez, on verra bien. Qui vivra verra, on verra bien jusqu'où on ira. Non, c'est pas comme ça qu'un hedge fund marche. Il va ouvrir également potentiellement 50K BTC en short. Et ça, il va venir le faire où, par exemple, dans un environnement régulé, là où ses fonds sont sécurisés. Il va pas venir le faire sur Binance et se faire sortir sur une mèche à tout moment. Non, il va le faire sur le contrat futur du Chicago Mercantile Exchange, c'est un endroit régulé, bien évidemment.
Et là où il a la confiance en déposant les fonds de ses clients. Donc ce qu'il va faire aussi, c'est qu'au lieu d'acheter 50 000 bitcoins bêtement sur le spot et se dire bon si ça monte tant mieux, si ça baisse tant pis, c'est qu'il va se hedger, va se protéger, c'est-à-dire que si par exemple le prix du bitcoin baisse ou monte, à l'instant T il s'en fiche, il a 50K BTC en short, donc que le prix baisse ou monte, il perd rien. Admettons ils vont pas faire ça avec 50 000 bitcoins, ils vont le faire avec 40 000. C'est-à-dire que si le prix du bitcoin baisse 10%, est-ce qu'ils sont impactés d'une baisse de 10% sur leurs 50 000 bitcoins investis? Non. Vu qu'ils ont 40 000 bitcoins en short, ils sont beaucoup moins impactés, 90% moins, techniquement, on pourrait dire ça. Et donc à ce moment, il faudrait calculer ici 80-90%, il faudrait juste voir la différence entre les deux, ça dépend du montant aussi, mais voilà, si le prix baisse de 10%, bah leur perte, ça sera de peut-être 1 ou 1,5% sur les 50 000 bitcoins, ce qui n'est rien. Et plus le prix va monter, plus ils vont clôturer du short, parce que la direction va dans leur sens et qu'ils veulent faire du profit. Et donc à ce moment-là, si le prix monte, bah, au lieu d'être à 40K BTC en short, ils vont passer à 30K BTC, puis ensuite à 20. Et comme ça, bah plus le prix monte, plus eux, tranquillement, ils vont faire du bénéfice, tout simplement. Ils vont pas non plus faire... Par exemple, si le prix monte de 100%, ils vont pas faire 100% de bénéfice non plus, ils vont être à moins parce qu'ils se hedgent constamment, parce qu'ils veulent réduire leur risque. Et c'est ça le but d'un hedge fund, c'est tout le temps de se hedger, de réduire et de gérer son risque. Et ici, par exemple, si on voit sur la montée du Bitcoin, ben on voit qu'ils ont réduit leur exposition au short, parce que probablement, ils prenaient profit. Le but était quand même de se faire de l'argent, donc ils vont pas rester full short. Ils vont hedger leur portefeuille. Donc au début, on sécurise le portefeuille, on protège ce qu'on a en spot. Une fois que la direction est claire, que le Bitcoin fait un nouvel ATH, on commence à réduire. Et là, c'est ce qu'ils ont fait probablement. Donc là, ils sont entrés massivement. Et donc, pour ce faire, ils ont dû shorter aussi. S'ils ont acheté massivement sur le spot, ils ont dû aussi ouvrir des contrats short sur les futurs pour se hedger. J'achète 10 bitcoins en spot, je peux shorter avec 2 contrats futurs, ce qui équivaut à 10 bitcoins sur le contrat futur. Comme ça, si le prix baisse, je perds rien. Si quand le prix monte et qu'il me donne une direction claire, par exemple nouvel ATH, ou lorsqu'on vient casser par exemple les 70 000 ou autre, je commence à réduire mon exposition au short pour tout simplement ensuite pouvoir prendre des bénéfices sur la montée des prix. Tout simplement. Ok ? Voilà. C'est comme ça que ça marche. Et c'est comme ça qu'ils font. Tout simplement. Et c'est comme ça qu'ils génèrent de l'argent. Le but, c'est vraiment d'être très liquide. Et demain, bah, si le Bitcoin s'effondre, au lieu de faire des ventes de 50 000 Bitcoins au marché, bah, j'ai mes shorts qui me couvrent et je perds rien. Tout simplement. Comme ça, je n'ai pas exécuté de gros montants en short sur le spot et je vais pas encore plus tuer les prix et encore plus me faire tuer derrière. Parce que derrière, c'est les fonds de tes clients et tu vas te faire défoncer. Enfin, j'espère que vous avez un peu compris le truc. Donc, en gros, regardez pas le Smart Money Hedge Fund, vous regardez juste ici ce que font ici, ce que fait le trait vert. Hein. Le trait vert, on peut définir ces gens de gens assez riches, c'est la smart money, c'est pas n'importe qui trade ici, encore une fois je le redis, et là ils sont entrés massivement à l'achat, donc ils sont super bullish sur le Bitcoin tout simplement, donc ce qui peut traduire une explosion des prix du Bitcoin parce que la smart money est dedans et la smart money vise probablement plus haut. Alors également, ce que je voulais dire, j'ai fini pour Bitcoin, donc là on va aller voir un petit peu l'order flow rapidement, je vais voir si ça règle bien, oui. Alors le Bitcoin, du coup, on va passer en 15 minutes, alors... On va surtout regarder les spreads. Est-ce que les spreads sont en train de se calmer sur la montée? Oui, les spreads se calment, ce qui veut dire que même le funding baisse, c'est bon signe, c'est-à-dire que les gens sont probablement en train de shorter le rebond. Si les gens shortent le rebond, c'est qu'on peut continuer d'aller plus haut. Funding baisse, open interest monte. Les gens sont probablement en train de shorter ce mouvement haussier. Si je regarde ici sur Bybit, c'est les spreads qui m'intéressent le plus. Là, on a le plus de retails. Alors, c'est ici. Hop, on voit qu'on est venu chercher les zéros. Là, on augmente un petit peu, mais ça semble aussi... potentiellement s'être calmé peut-être un petit peu là. Ouais, on est un peu moins haut que précédemment, vers le 20 octobre ou 24 octobre. Donc ça s'est un petit peu calmé, on a trouvé des spreads plus bas. Tous les spreads se sont calmés un petit peu, c'est pas encore ça. C'était plus intéressant tout à l'heure où les spreads étaient vraiment proches de zéro, voire dans le négatif. Mais ouais, là on est vraiment vers des spreads un peu plus bas. En moyenne, on était environ là précédemment vers $100 de spread, 120, là on est un peu plus bas, donc ça va. C'est une bonne chose, faudrait pas que le train soit trop chargé d'acheteurs sur les contrats dérivés. Et également, on voit le ratio short qui se remet à augmenter. Donc ouais, les gens sont bien en train d'ouvrir des positions short ici. Si les gens sont contre le rallye, le mouvement haussier, c'est probablement qu'on va les péter les 63, puis les 64. On verra bien jusqu'où on va si on est mature pour faire un nouveau sommet. Mais là, actuellement, les spreads, l'order flow m'intéresse pas trop. Avec l'information qu'on a eue, déjà techniquement, on sait que c'est bullish. La smart money est rentrée, donc peu importe si les gens entrent sur les dérivés, il y aura des pullbacks pour les liquider, mais on sait que la direction est haussière. Si la smart money est bullish, le marché ira au nord. C'est comme ça que ça fonctionne. Et donc pour finir, Ethereum, donc je n'ai pas le code de Ethereum malheureusement, je peux pas vous dire si la smart money est bullish, mais probablement que c'est le cas.
Ethereum est en train de consolider sous sa dernière résistance. Une fois que ça pète, c'est direction l'ATH et Ethereum pourra performer tranquillement, très très probablement, et même retrouver un momentum. Ah, dommage. Ça, je peux retirer vu qu'on a pété le creux ici. Si on clôture ainsi, il n'y aura plus possibilité de faire un momentum bullish si je prends ce niveau ici, mais il faudra que je prenne ce niveau. Donc il faudra breaker ce niveau pour récupérer un momentum totalement bullish. Quoi qu'il en soit, Ethereum est bullish. Techniquement, je vois aucun signe de top ici pour le moment. Il y a tout qui va bien pour l'Ethereum. On est simplement dans une zone de combat entre les 4400 et les 3900 $, donc un range de 500 $, dont il faudra attendre résolution. Quoi qu'il arrive, la dynamique reste haussière ici. Je vois aucune raison de s'inquiéter pour l'Ethereum qui en plus de ça est en train de bouffer sa dernière résistance, donc il ira se faire un nouvel ATH qui a déjà été fait sur certains exchanges d'ailleurs, hein, mais voilà, on aura un ATH sur tous les exchanges probablement dans la semaine, hein, je pense, une fois qu'on aura pété les dernières résistances. Le marché est bullish, faut pas lutter contre la tendance est haussière. Et donc pour finir, je vous parle de DOT rapidement, je ne fais pas d'enderflow sur Ethereum parce qu'il n'y a pas grand chose à dire. Je vous parle de DOT rapidement, pareil pour DOT, on est sur les dernières résistances. C'est une question de temps avant de péter les résistances ici. Est-ce que c'est le moment d'acheter du DOT ici pour l'investissement long terme? Il y a un adage qui dit donne-moi un nouvel ATH, enfin donne-moi un nouveau sommet, je te donnerai un nouvel achat. Donc il y a de la smart money, il y a des institutions, etc. qui entrent sur des breakouts d'ATH, puisqu'on estime que le potentiel de l'asset est beaucoup plus élevé vu qu'on fait un nouvel ATH. Donc si vous avez ce profil-là, oui, ça peut se faire. Maintenant, l'investisseur un peu plus rationnel, c'était ici l'investissement dans la zone de rechargement, entre les 20 $ et les 12 $ bien évidemment. C'était ici, là c'est un peu tard, mais si vous souhaitez le faire, pourquoi pas, le momentum reste fort. Moi je trouve qu'il y a plus intéressant, comme son écosystème par exemple, je vous disais ça vendredi avec Solana. D'ailleurs aujourd'hui avec les élèves, ce matin on a regardé tout l'écosystème Solana, on a pris les assets les plus intéressants de son écosystème. Là où il y avait de la smart money, donc des hedge funds qui avaient déjà investi dedans, etc., qui étaient encore intéressants techniquement. Il y a de bons assets et on va faire ça avec DOT aussi demain et cette semaine, on va se focus là-dessus. Et au lieu d'aller investir dans DOT directement, qui, bon, a du potentiel, hein, bien évidemment, qui peut monter, je sais pas moi, 200, 300, 400, 500 $, ça fait des performances intéressantes, mais il y a peut-être des assets qui sont ici, et oui, qui font partie de l'écosystème DOT, qui sont là, et qui eux peuvent faire cette marge de progression, par exemple du x10, du x15, etc., et qui peuvent être plus intéressants que DOT en lui-même. Je parle pas fondamentalement autre, je dis juste en termes de performance, en termes de retour sur investissement, il y a peut-être plus intéressant que du Polkadot. Mais en tout cas, Polkadot, on est en train de casser les dernières résistances, on a pété celle-ci, on est en train de casser celle-ci, il reste la dernière résistance ici, donc tous les niveaux en gros de corps de chandelle ici. Et une fois qu'on aura pété ça, c'est direction l'ATH, faudra péter les 50 $, donc les 49 $ 70, et bah ce sera extrêmement bullish pour DOT. Donc les objectifs se trouvent entre 74 $ et 89 $ en 4K sur de l'ATH. Bien sûr qu'on pourrait aller plus haut, et donc on va avoir d'autres objectifs, ce n'est pas de l'Elliott Wave, je le répète encore une fois, ça peut s'y apparenter, peut-être, mais ce n'est pas ça, mais là je prends juste des niveaux d'extension, donc 100%, etc. Donc nous avons un mouvement d'extension de 100%. Faut savoir que si on est bel et bien dans un mouvement qui va créer une bulle, c'est-à-dire ici qu'on est dans le piège baissier, en gros, et qu'on a toute cette phase de croissance, donc l'attention des médias, l'arrivée du public, la cupidité, l'illusion, le nouveau paradigme, etc., etc., il faut savoir qu'on va exploser les niveaux de 100%. C'est-à-dire que la seconde phase haussière, et là c'est pas de l'Elliott Wave non plus, c'est juste psychologique et mathématique, on va exploser les 100%. En gros, ça veut dire que cette phase haussière est censée, la nouvelle phase haussière ici est censée être beaucoup plus importante que celle-ci. Donc déjà, ça voudrait dire qu'on va exploser les 58 $, et donc on se focus au-dessus des 100% d'extension. Donc on a les 71 $, un chiffre que j'apprécie énormément, c'est les 87 $, on voit aussi qu'on a les 2% d'extension ici, en ayant pris ce mouvement et ce mouvement, donc un niveau extrêmement important de prise de profit, je dirais 87 et 89 $. Ensuite, nous avons donc les 200% d'extension, donc ce qui voudrait dire que ce mouvement ici, là, cette phase haussière est 2 fois plus importante que celle-ci, ce qui est un minimum, je pense, à venir chercher dans le cas d'une étude de bulle, hein, si jamais la charte ressemble à ça, c'est-à-dire en gros, là, hop, ici, first sell-off, comme on a connu sur Ethereum en 2017, en 2016, pardon, pour ceux qui s'en souviennent, quand je compare les deux, j'avais fait ça, il me semble, il y a quelques jours. Et donc là, qu'on soit en gros dans la phase de bulle, et qu'en gros, ici, on puisse connaître la phase d'euphorie avec blow-off top. Je sais pas si ça sera ici ou plus haut, etc., etc. Mais en gros, déjà, en termes d'objectifs, on a 105 $, 118, 135 $, 183 $, 231 $. Et sur la montée, on pourra avoir aussi d'autres objectifs
d'extension. Aussi, une chose que je vais ajouter, c'est les chiffres ronds psychologiques et aussi en termes de market cap. Qu'est-ce qui serait réaliste pour DOT d'après vous en termes de market cap? Ça aussi, c'est une question à vous poser, de vous dire, bon, moi, quand DOT il vient chercher par exemple 100 milliards de market cap, je prends des profits. 150 milliards, je prends des profits. Donc par exemple, ici, DOT, il est à combien? Il est à 43 milliards. Bon, je pense que déjà 100 milliards, c'est un bon objectif de prise de profit, 150 aussi, 200 milliards, etc., etc. Et jusqu'où vous le voyez monter, ou en tout cas, pour vous, jusqu'où c'est réaliste? Pour moi, Solana, c'était 300-400 milliards, on avait vu ensemble, qui était assez réaliste. D'autres, je pense qu'il sera juste derrière. Je pense pas que d'autres sera devant Solana. Honnêtement, je vois toujours Solana rester devant DOT. Donc si Solana il est à 400-500 milliards, on peut estimer avoir DOT à 300-400 milliards. Donc il puisse faire entre un x7 et un x10 potentiellement, ce qui serait pas aberrant non plus. Donc ça ferait un DOT entre du 400 et 500 dollars. Enfin entre du 300, pardon, du 300 et 400 dollars. Donc grosso modo, on pourrait se dire que les objectifs sont potentiellement entre du 300 et 400. Si on estime que ça serait un market cap réaliste. Donc en gros, voilà, qu'on puisse avoir une charte comme ça. Est-ce que parce qu'on peut monter à ces niveaux de prix, il faut investir ici? Non, il faut investir si vous avez les conditions pour le faire. Bien évidemment. Moi, est-ce que j'ai des conditions ici pour investir sur DOT? Non, je les ai eues ici. Donc l'investissement, il était ici. WUCLI à 7 dollars, ça c'était intéressant. Ça m'intéresse pas. Ok. Et est-ce que j'ai un asset qui fait partie de l'écosystème de DOT qui peut avoir une charte qui m'intéresse? Oui, il doit en avoir plein. Donc si je veux investir autour de DOT, au lieu d'aller investir dans DOT directement, je peux aller investir par exemple autour de son écosystème qui va être Polkadot. Je vous donne un exemple tout bête. Par exemple, c'est comme Apple. Qui font les puces d'Apple, donc leurs processeurs, enfin qui gravent leurs puces, c'est TSMC si je dis pas de bêtises. Si Apple font des profits de malade, on sait que TSMC, normalement c'est bien ça, hein, TSMC, Apple, normalement voilà, c'est bien eux qui font les puces d'Apple. On sait que si Apple augmente ses revenus, TSMC a de grandes chances aussi de faire plus de puces parce qu'Apple vend plus d'iPhone, plus d'iPad, plus de machin, donc vont devoir faire plus de puces, donc Apple vont devoir les payer plus, donc les revenus de TSMC vont augmenter. Donc TSMC a potentiellement du potentiel. Bon là malheureusement j'ai pas la charte de TSMC, faudrait voir, mais si on regarde, fort apparaît que sa courbe est croissante. Donc là je l'ai pas. Regardez si on peut trouver ça sur internet. TSMC bourse, donc elle est à 593 dollars l'action. Alors, du coup, je vais essayer de trouver comme ça. Voilà, c'est eux, TSM. Voilà. Donc, par exemple, ça, c'est la courbe de TSMC ici. Donc, ils font les puces d'Apple exclusivement depuis l'iPhone 7, il me semble, parce qu'il y avait un problème avec Samsung. Enfin, bref, pour ceux qui s'en souviennent, pour ceux qui ont suivi un petit peu. Donc, ça doit dater de 2016. Et donc, si on regarde en 2016, l'action coûtait 22 dollars ici. Et maintenant, c'est monté jusqu'à 141 dollars. Donc ça fait pas partie de l'écosystème d'Apple, bien évidemment, mais c'est une entreprise qui travaille avec Apple, donc si les revenus d'Apple augmentent, probablement que ses revenus peuvent augmenter à elle aussi. Et donc là, par exemple, est-ce que je peux avoir un autre exemple? Vous prenez tout l'écosystème de Solana et vous regardez par exemple les assets de son écosystème. Donc allez, je vous en fais un cadeau. Donc là, je parlais de DOT, mais autant parler de Solana. Par exemple, si vous prenez Solana, ici qui fait un nouvel atterrage, vous regardez sur CoinMarketCap où est-ce qu'il est son écosystème. Donc là c'est l'écosystème de Solana et vous regardez s'il y a des assets intéressants dans le lot qui peuvent performer. Par exemple, je sais pas, on en prend un au hasard. Enfin peu importe, voilà, vous prenez ce qui peut vous intéresser vous, et vous regardez s'il y a une charte intéressante là-dedans. Si c'est le cas, vous verrez que le market cap est plus faible, donc techniquement il peut performer plus. Si je prends Ben Protocol, qui fait partie de l'écosystème Solana, il a 309 millions de market cap. Est-ce qu'il peut faire x20 et venir chercher 6 milliards de market cap? Oui, et ça fera probablement une performance plus élevée que Solana en termes de retour sur investissement. Solana sera toujours devant lui en termes de market cap et en termes de capitalisation, enfin c'est la même chose. Mais en termes de performance à l'heure actuelle, est-ce que c'est pas plutôt Bend qui pourrait être intéressant? Quand on voit des WCLI ici en zone de rechargement, de nouveau W en zone de rechargement, je passe en daily, voilà, petit cadeau. Ici, Bend, peut-être que si Solana performe bien, Bend peut se retrouver, je sais pas, moi, il a 8 dollars, il peut monter à, je sais pas, moi, à 80 dollars, même plus, 100 dollars, et ça ferait une performance plus élevée que Solana, très très probablement. Parce que si vous achetez Solana à l'heure actuelle et que vous visez un x10, il faut qu'il aille à 2000 dollars. 2000 dollars, c'est pas rien, ça fait un market cap très élevé. Bend, s'il va à 100 dollars, ça lui fait un market cap de combien ici? Honnêtement, c'est pas super élevé, mais ça ferait en gros, grosso modo, un x11, un x12, allez, un x12. On regarde en termes de market cap. Je vais aller le chercher ici. Non, c'est pas là, c'est là.
Si on regarde Bend, non, il est pas ici. Du coup, oups, il va peut-être être ici. Enfin, je sais plus où est-ce que je l'ai mis, lui, merde. Mince. Bon, c'est pas grave. On va rechercher Bend ici. Bend Protocol, on regarde. On attend que ça charge, mais son market cap était combien? 300 millions. Voilà, 300 millions. Il fait x10, il vient à 3 milliards. Est-ce que ça serait aberrant que ce truc puisse venir chercher 3 milliards? Je pense pas. Je pense pas. Il peut même peut-être venir chercher 10, 15, 20 milliards. Et donc à ce moment-là, il ferait une perf de x20, x30. Je vous dis pas que c'est ce qui va arriver. Je vous dis juste qu'en termes de market cap, c'est plus faible, donc sa performance peut être un peu plus importante parce qu'il a besoin de moins d'argent pour le faire pumper. Et Solana, par exemple, bah voilà, pour faire x10, on regarde. Mais Solana, pour faire x10, faudrait qu'il monte, grosso modo, à 620 milliards de market cap, donc plus que l'Ethereum actuellement. Vous voyez la différence, c'est beaucoup. Il y a besoin d'avoir une hausse du market cap de quasiment plus de 500 milliards. Alors que Bend, il monte juste de 5 milliards de market cap, bah, il a fait plus de x10. Vous voyez la différence? Donc besoin de moins d'argent pour l'amener plus haut. Ça ne veut pas dire qu'il va faire ce que je dis, mais c'est en termes de probabilité, en termes de pourcentage de performance, l'avantage il est plutôt maintenant en faveur de Bend. Simplement, de Bend Protocol. Et je vous dis pas d'en acheter, bien évidemment, parce que techniquement il est intéressant et qu'il fait partie de l'écosystème Solana, donc si Solana pump, Bend pourrait le suivre, et tout l'écosystème aussi. Et le but maintenant, c'est plutôt de se focus, à mon humble avis, ce que j'enseigne aux élèves, de se focus sur l'écosystème en lui-même, parce que Solana, ça y est, sa phase de progression, on l'a déjà eu, mais plutôt de se focus sur son écosystème, ces assets en dessous de lui qui, eux, n'ont pas encore eu leur marge de progression et qui sont aussi bien loin des ATH. Déjà, si on revient à l'ATH ici, ça fait un x 2,6, ce qui est pas trop dégueulasse. Voilà, du coup, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à nous rejoindre sur Discord. Je mets le lien en description et en commentaire. Vous avez toutes les informations ici pour rejoindre l'école. C'est trop tard pour le faire via le Patreon. On est en fin de mois. Attendez absolument le 1er novembre pour le faire via le Patreon. Si vous voulez le faire, en revanche, vous pouvez le faire via les modalités crypto. Si vous rejoignez maintenant le 25 octobre, vous aurez accès jusqu'au 26 novembre. Si vous prenez un abonnement de 1 mois, si c'est 3 mois, vous aurez accès jusqu'au du coup janvier, donc 26 janvier. Je rajoute toujours plus un jour parce que le brief d'aujourd'hui est déjà passé. Voilà. Du coup, tout est expliqué juste ici. Si vous avez une quelconque question, n'hésitez pas à envoyer un petit message à un des professeurs connectés en haut à droite, on vous répondra. Je vous souhaite une bonne journée, on se retrouve donc du coup demain. Ciao ciao.